Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être avec nous pour ces premières rencontres du souffle, dont le sujet est Covid-19 et BPCO. Alors, vous voyez l'écran et nous verrons les diapositives, mais pour l'instant, vous ne verrez pas nos têtes, ce qui n'est pas un drame. L'essentiel est le message qu'on va essayer de faire passer à travers les diapositives. Et donc, il y a 4 intervenants sur cette session. Le professeur Nicolas Roche, qui est chef du service de pneumologie à Cochin, qui va nous parler des fondamentaux de la BPCO. Puis, le docteur Maëva Zisman, qui est pneumologue à Bordeaux et qui nous parlera des liens entre Covid-19 et BPCO. Puis, Claire-André Jacques, qui est chef du service de pneumologie à Amiens, et qui donc est lauréate de l'appel d'offres qui a été lancé par la Fondation du Souffle sur les séquelles de Covid-19, qui nous parlera justement des séquelles. Et puis enfin, monsieur Jean-Charles Laporte, kinésithérapeute dans la région parisienne et qui est membre du réseau Récupère, nous parlera de réadaptation respiratoire. En amont, vous aviez la possibilité de nous envoyer vos questions. Il y a déjà un certain nombre de questions qui sont disponibles et il n'y a pas de possibilité de questions en direct. Vous pourrez éventuellement interagir à la suite de cette réunion pour nous faire vos commentaires et éventuellement poser des questions. On commence tout de suite avec Nicolas Roche qui nous parle des fondamentaux de la BPCO. Nicolas, tu as la parole. Merci beaucoup, Bruno. Effectivement, je suis Nicolas Roche et je suis pneumologue à l'hôpital Cochin à Paris. Vous voulez que je partage mon écran? Comment ça se passe? Non, vous me les passez? Toutes les diapositives sont déjà à la main d'Élise. Ok, d'accord. Oui, très bien. Diapositive juste avec le masque de la Fondation du Souffle. Donc, il y a tout le contenu. Oui. Ben, j'avais été bon élève, je les avais déjà mises sur le masque. Enfin, j'avais essayé en tout cas. Donc, mon rôle est d'introduire le sujet. Donc, je ne vais pas parler de Covid du tout. Ça sera dans les exposés et discussions qui vont suivre. Je vais simplement faire une sorte de mise en place en rappelant ce qu'est la BPCO. Donc, BPCO, ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une des conséquences majeures du tabac. Très souvent, quand on parle des conséquences du tabac, on pense au cancer, on pense aux maladies cardiovasculaires et on oublie la BPCO, ce qui est réellement problématique car la BPCO a un impact extrêmement important, elle aussi, sur la santé, à la fois au niveau individuel de chacun des patients qui sont touchés et de leur entourage, et puis évidemment au niveau collectif, parce qu'elle induit des dépenses de santé qui sont importantes, des consommations de ressources qui sont très importantes. Alors, quelques mots-clés que vous voyez ici sur la BPCO. Tout d'abord, la BPCO est une maladie respiratoire chronique. Ça veut dire que quand on est atteint d'une BPCO, on va l'avoir toute sa vie. C'est pas une maladie malheureusement qu'on peut guérir, c'est une maladie qu'on peut prévenir essentiellement par la prévention du tabagisme et d'autres facteurs de risque, notamment professionnels. Mais le fait qu'on ne puisse pas la guérir ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, bien au contraire, et j'en reparlerai par la suite, mais il faut le dire dès le début, c'est une maladie qu'on peut soulager, dont on peut diminuer l'impact, là encore, à la fois sur les individus et la collectivité, il faut bien avoir ça en tête dès le début. Ce qui définit la BPCO, c'est l'obstruction permanente et progressive des voies aériennes. Alors, tel que c'est présenté là, ça peut paraître une terminologie un peu compliquée. Ça veut dire qu'il y a une obstruction des bronches, le diamètre des bronches, qui sont les tuyaux qui font entrer sortir l'air des poumons. Le diamètre des bronches est réduit, ce qui va gêner le passage de l'air. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette réduction du calibre, du diamètre des bronches? Pourquoi les bronches se bougent-elles? Eh ben, c'est parce qu'il y a elles-mêmes au niveau des bronches une anomalie de leurs parois et également autour des bronches une anomalie du poumon
des alvéoles pulmonaires. Les alvéoles, c'est les petits sacs qui sont au bout des bronches et dans lesquels se font les échanges d'oxygène et de gaz carbonique entre l'air qui rentre et le sang qui passe. Et ces petits sacs vont être détruits. Et quand on a cette destruction, le tissu qui est constitué par ces alvéoles et qui permet de maintenir la bronche ouverte disparaît en partie. Et donc, ça va contribuer à aider les bronches à se fermer. Donc ça, c'est des explications un peu compliquées. Ce qu'il faut retenir, c'est que les bronches se bouchent et le poumon autour est abîmé, c'est l'emphysème. Donc, la cause la plus fréquente, c'est le tabac. 80% des BPCO sont liés au tabac. Et en fait, cette réponse au tabac est une réponse anormale quand elle conduit à la BPCO. Et ça concerne à peu près la moitié des fumeurs. Autrefois, on disait que seulement une minorité des fumeurs avaient une BPCO ou étaient à risque de BPCO. C'est faux. C'est au moins la moitié qui, si le tabagisme est poursuivi suffisamment longtemps, est à risque. Si je peux avoir la diapo suivante. Nicolas, tu peux activer ta vidéo normalement. Ah, ça y est, parce que j'ai essayé tout à l'heure, j'ai eu une déception. Et non, vous me voyez avec un joli ciel parisien tout bleu derrière moi et de belles feuilles sur les arbres, ce qui contraste beaucoup avec la situation telle qu'elle est en réalité. Donc, facteurs de risque, je vous en ai parlé, tabac 80%, mais il y a d'autres facteurs de risque, notamment des facteurs de risque de la petite enfance, des infections ou du tabagisme passif, même in utero. La consommation de cannabis est également un facteur de risque. Et puis, il peut y avoir des polluants professionnels, des polluants domestiques, pas tellement dans nos pays, ou des polluants environnementaux atmosphériques. Et tout ça, c'est des cibles évidemment très importantes de la prévention. Ce que je viens de vous décrire, c'est des facteurs qui sont exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur de l'individu. Il y a quelques facteurs qui viennent de l'individu lui-même, des facteurs génétiques qui sont en fait très rares, même s'ils existent. Un petit poids de naissance, les infections respiratoires, j'en ai parlé, et le sexe féminin semble être un facteur de gravité de la BPCO, pas forcément un facteur de risque de déclenchement de la maladie, mais une maladie plus grave à âge et tabagisme égal. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que le niveau socio-économique est un facteur de risque de BPCO. Alors, c'est très multifactoriel. Ça passe forcément aussi par le tabagisme, la profession, etc. Mais c'est clairement un facteur de risque. Donc, une maladie, pour résumer à ce stade, qui bouche les bronches et qui est largement due au tabac et qui, en plus, détruit un peu les poumons, c'est l'emphysème. Suivante. Alors, sur le plan de l'évolution, qu'est-ce qui pose problème ? Ce qui pose problème, c'est la survenue d'exacerbations. Les exacerbations, c'est ce qu'on appelle souvent des bronchites. Alors, dans le cadre de la BPCO, le terme est impropre. On parle d'exacerbation. Donc, c'est les infections respiratoires aiguës, le plus souvent, qui vont provoquer une dégradation brutale du malade, des signes cliniques, un essoufflement essentiellement, une toux, des crachats, de la fièvre éventuellement. Mais le principal signe, c'est l'essoufflement. Et ça peut aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire aiguë et un risque de décès dans les formes les plus graves. Donc, c'est une exacerbation, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Dans le pire des cas, l'évolution de la maladie sur le long terme va aboutir à une insuffisance respiratoire chronique. Donc ça, c'est le malade qui a besoin d'oxygène, qui en est un peu la caractéristique principale. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a fréquemment des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies qui sont associées, cardiovasculaires par exemple, qui aggravent le pronostic et qui accentuent le retentissement de la maladie. Mais le signe principal au-delà de tout ça, c'est la dyspnée. La dyspnée, c'est le terme compliqué qu'on utilise pour dire l'essoufflement. Essoufflement, là, je parle plus de l'exacerbation, je parle de la vie quotidienne des patients. Et ces patients vont ressentir dans leur vie quotidienne un essoufflement qui va s'accentuer de plus en plus, c'est-à-dire qu'il va survenir pour des efforts de plus en plus petits. Et donc, ça va être une source de handicap. Donc là encore, si on veut résumer, les 2 points d'impact, c'est 1, l'essoufflement, le handicap, 2, les exacerbations et le risque vital qu'elles font courir. Suivante. Donc, quand est-ce qu'on suspecte le diagnostic ? Quand il y a des facteurs de risque et des symptômes. Et vous voyez un petit résumé à droite, en haut, des facteurs de risque et des symptômes. Donc, les facteurs de risque, c'est l'âge et le tabac. Les symptômes, c'est la toux, l'expectoration, c'est-à-dire les crachats. Quand on dit expectorer, c'est cracher. Cracher quelque chose qui vient des bronches. Et l'essoufflement, qui est vraiment un signe cardinal de la BPCO. Alors, ce qui complique parfois le diagnostic, c'est le fait que pour le faire, ce diagnostic, il faut une exploration du souffle. Et vous voyez ici des photos de personnes qui sont en train de souffler dans des machines qui vont mesurer leur capacité respiratoire et permettre d'établir le diagnostic de BPCO. Et quand on n'a pas ça, on ne peut pas
parler de BPCO. On peut le suspecter, mais pas le prouver. Donc, c'est absolument indispensable d'avoir ces examens. Et c'est ce qui peut expliquer, je vous parlais de sous-diagnostic, ça veut dire qu'une partie des malades n'est pas diagnostiquée. Il faut savoir que cette partie, c'est probablement la plus grande partie, probablement de l'ordre des 2/3 ou des 3/4 des malades qui sont malades, mais qui ne sont pas connus comme tels. Et donc, le fait de ne pas être connus comme tels veut dire qu'ils ne sont pas pris en charge. Et donc, on ne peut pas leur proposer ce qui pourrait les améliorer. Suivante. Alors, les chiffres, c'est 7,5 très précisément % de la population adulte, ce qui veut dire 3 millions et demi de personnes. Et donc, je vous disais, 2/3 non diagnostiqués, avec un impact en termes d'hospitalisation, de malades sous oxygène, c'est-à-dire les tuyaux dans le nez qui délivrent l'oxygène de manière permanente, que vous voyez les chiffres, 150 000 hospitalisations, 150 000 oxygénothérapies de longue durée, qui ne sont pas forcément les mêmes 150 000. Donc, ça a un impact évidemment très important. Et puis le chiffre des décès, c'est 16-17 000. Donc là aussi, c'est des chiffres qui sont extrêmement importants. On considère actuellement que la BPCO est la 3e cause de décès par maladie dans notre pays, 3e, 4e, mais donc un chiffre qui est vraiment très important. Suivante. Alors, pourquoi faudrait-il détecter précocement la BPCO? C'est ça qu'on voudrait faire, en fait, c'est détecter les malades avant qu'ils soient handicapés de manière importante, avant qu'ils soient forcés d'aller à l'hôpital pour des périodes d'aggravation. On sait que la maladie est un problème de santé publique, je viens de vous le montrer, il y a énormément de malades, beaucoup de morts, beaucoup de handicaps. On sait comment la maladie va évoluer si on n'y fait rien. Je vous ai parlé des risques que cela peut faire courir, on connaît les facteurs de risque, et puis on a des traitements efficaces. Efficaces, une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'on guérit, mais ça veut dire qu'on soulage. On va soulager le handicap, soulager l'essoufflement et éviter les exacerbations. Pas complètement, il peut en rester, mais on va diminuer le nombre d'exacerbations. Et donc, on doit pouvoir mettre en œuvre les moyens de diagnostic précoce, c'est-à-dire l'exploration du souffle chez les malades qui ont des facteurs de risque et des symptômes. Et ça, il faut absolument qu'on le fasse en étant tous conscients du problème auquel on fait face. Suivante. Donc, en termes de traitement, et je terminerai par là, les 3 enjeux majeurs, c'est sevrage tabagique. Et donc ça, c'est le travail des professionnels de santé, des entourages des patients, de les aider à arrêter de fumer. On sait que c'est difficile. Hein. Quelqu'un chez qui on découvre une BPCO qui est encore fumeur malgré le fait qu'il a des symptômes, c'est souvent qu'il y a une dépendance forte. Donc, il va y avoir du travail à faire tout autour du patient. Lutter contre le handicap, réduire l'essoufflement et prévenir les exacerbations. Suivante. Et donc, pour arriver à tout ça, de quoi dispose-t-on? Des aides au sevrage tabagique. Donc ça, c'est de l'accompagnement, des médicaments, des substituts nicotiniques, des vaccins, grippe, pneumocoque, un vaccin contre les pneumonies. Maintenir une activité physique régulière, c'est ce qu'il y a de plus difficile, d'une certaine manière, parce que les gens n'ont pas forcément envie, surtout quand ils sont essoufflés. Et pourtant, c'est absolument crucial pour limiter l'impact de la maladie. Il y a des médicaments, les médicaments qui s'administrent sous forme inhalée pour atteindre les bronches qui sont leur cible principale et qui peuvent soulager les patients. Et puis la réadaptation, qui est d'essayer de reconstituer un capital physique global du patient pour qu'il fasse mieux, pour qu'il puisse mieux faire face aux difficultés de la vie, enfin aux difficultés, non, aux activités normales de la vie quotidienne. Suivante. Et donc maintenant, je suis à l'écoute de vos questions que je crois Bruno va me retransmettre. Absolument, Nicolas. Un grand merci pour cet exposé synthétique sur les fondamentaux de la BPCO. Et donc, on a eu quelques questions. Nathalie pose la question de l'emphysème. Est-ce que l'emphysème accompagne systématiquement une BPCO? Alors, non. Non, mais le plus souvent quand même. Après, ça dépend dans quelle quantité. Ce que je vous ai dit au début, c'est que ce qui va caractériser la BPCO, c'est les bronches qui sont malades et qui se bouchent, le poumon qui est autour, qui s'abîme, c'est l'emphysème. Mais la proportion de l'un, l'atteinte des bronches, et de l'autre, l'atteinte du poumon, est très variable d'un patient à l'autre. Et donc, on peut avoir des patients qui sont peu emphysémateux, mais très malades sur le plan des bronches, et d'autres où ça va être l'inverse. Donc, c'est très hétérogène, très divers, très différent d'un malade à l'autre. Merci. Karine pose la question, elle a un emphysème également, elle n'arrive pas à arrêter de fumer. C'est très dur, dit-elle. Quelques conseils. Alors, les conseils, c'est se faire aider, je dirais. Ça sera mon premier
conseils. On sait que les gens qui ont une BPCO avérée avec des symptômes ou avec de l'emphysème visible sur un scanner ou autre, on sait que ces gens-là, quand ils continuent à fumer malgré le fait qu'ils sont déjà malades, c'est qu'ils ont vraiment une dépendance forte. Alors la dépendance, elle peut être comportementale, psychologique, elle peut être physique, c'est le manque, l'addiction à la nicotine. Et pour tout ça, on a des moyens d'aide. Alors, il n'y a pas de miracle. Il faut une motivation. Et donc, quand on n'est pas motivé, il faut essayer de le devenir, ce qui est très facile à dire et beaucoup plus difficile à faire. Il faut essayer de se reposer autant qu'on peut sur son entourage, qui peut être très précieux. En parler aux professionnels de santé qu'on est amené à croiser, le pharmacien, le médecin traitant, le pneumologue, quand on en voit un, ce qui est souhaitable dans des situations comme ça. Et il va y avoir des aides qui peuvent être proposées, du soutien psychologique, des thérapies, on appelle ça des thérapies cognitivo-comportementales, des entretiens motivationnels. Donc tout ça, c'est des techniques qui vont essayer de susciter et de renforcer la motivation. Et puis les médicaments, c'est les substituts nicotiniques, donc qui sont remboursés maintenant, ce qui est quand même une vraie aide. Il y a des médicaments psychotropes qui agissent au niveau cérébral, qui peuvent aussi aider, mais tout ça, ça nécessite d'être manipulé par des professionnels quand le besoin s'en fait sentir. Donc, je pense que c'est vraiment extrêmement important de consulter, de demander de l'aide. Oui, donc sevrage tabagique, c'est vraiment des consultations qu'il faut. Alors après, il faut savoir, il y a Tabac Info Service, qui est un numéro que vous pouvez trouver partout, où vous pouvez avoir un suivi, un accompagnement téléphonique. Donc, il y a beaucoup de moyens qui existent. Il faut rentrer dans la démarche. Ça, c'est crucial. Une autre question de Dominique, qui a une BPCO sévère, stade 4, elle a 75 ans. On lui a dit qu'elle était trop vieille pour une greffe. Que faire en dehors du sport? Alors, bon, d'abord, sport, il faut s'entendre sur ce que veut dire la terminologie. L'objectif, c'est avoir une activité physique régulière. Ça, c'est déjà un premier objectif. Il faut prendre ses traitements. Quand, à ce stade, elle a très certainement des traitements médicamenteux qui lui ont été proposés. Il faut vérifier qu'on les prend bien. Ça, c'est pas si instinctif que ça. Et on sait qu'il y a beaucoup de patients qui, même alors qui croient dur comme fer, qui prennent parfaitement bien leur traitement, font des erreurs. Et normalement, vos professionnels de santé sont censés vous demander de montrer comment vous prenez vos traitements. Si c'est pas le cas, parce qu'ils y pensent pas ou que sais-je, dans ce cas-là, il faut pas hésiter à leur dire est-ce que vous pouvez vérifier que je prends bien mon traitement et leur faire une démonstration. Ça, c'est très important parce qu'un traitement qui n'est pas pris, il marchera pas, hein, forcément, et il soulagera pas comme il faut. S'astreindre à suivre le suivi qui est proposé, donc un suivi régulier, ça c'est aussi très important pour essayer d'être sûr de bien comprendre le handicap qu'on subit et le pourquoi ce handicap est là. Donc finalement, il y a beaucoup de choses à faire qui sont toutes très, et j'en oublie certainement là tout de suite, qui sont très complémentaires les unes des autres. Il n'y a pas un élément qui résout tout. C'est vraiment l'ensemble de ces différents éléments qui va aider les patients. Une dernière question, peut-être une réponse courte parce qu'on a pris un peu de temps, de Bernard. Que faire pour soulager les périodes aiguës d'exacerbation qui provoquent des difficultés, des souffrances respiratoires, une immense fatigue qui rend impossible tout effort et une angoisse profonde? Alors, je dirais être en alerte sans être dans une anxiété permanente, évidemment, mais être capable de reconnaître l'exacerbation, puisque c'est ça dont il s'agit. Donc, être capable de la reconnaître, consulter vite, ne pas attendre en se disant ça va passer. Plus c'est pris tôt, moins ça dure longtemps et plus c'est facile de soulager le patient. Donc, je dirais que c'est vraiment ça les éléments cruciaux et éventuellement discuter avec le médecin généraliste ou le pneumologue pour établir un plan d'action où le patient, Bernard en l'occurrence, aura la conduite à tenir, c'est-à-dire il saura en fonction des symptômes qui apparaissent, ce qu'il doit faire, qui doit appeler, ce qu'il doit prendre éventuellement comme médicament. Je dirais que c'est ça la notion de plan d'action qui est très importante. Ok, merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup pour ces réponses. Attention au coup de soleil quand même, hein. Fais attention. Oui, je vais éteindre le soleil. Merci beaucoup. On va passer à l'exposé de Maëva Zisman sur les liens entre Covid-19 et BPCO. Maëva, tu as la parole. Bonjour. Moi, je suis dans l'ombre. Je vous remercie. Donc, je vais vous parler effectivement des liens qui ont pu être rétablis sur la Covid-19 et la BPCO. Alors,
Premier point, effectivement, sur des éléments de la littérature. Donc, les premiers articles qui ont effectivement rapporté l'épidémie de Covid en Chine, qui ont été publiés dans le New England, finalement, ont tout de suite évalué les comorbidités et la présence d'éventuelles comorbidités chez les patients qui étaient hospitalisés ou non, d'ailleurs, pour des formes de Covid. Alors, ce premier papier, qui est effectivement un peu historique maintenant, entre guillemets, puisque l'histoire s'est accélérée, a rapporté un peu plus de 1000 patients atteints de la Covid, avec des formes dites sévères pour celles qui étaient hospitalisées en réanimation, et non sévères, mais ces patients étaient également hospitalisés, et s'est intéressé effectivement aux comorbidités qui pouvaient exister. Et parmi ces patients, effectivement, la BPCO était évoquée, et beaucoup moins importante que d'autres comorbidités qu'on connaît maintenant comme bien associées à la Covid, notamment des comorbidités dites cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et le diabète. Alors, juste un point important tout de suite à mettre en exergue, et ça a été évoqué par le professeur Roche juste avant, la BPCO souffre d'un sous-diagnostic, et ceci est valable au niveau mondial. Donc, finalement, là, on est dans le cadre de maladies qui étaient déclarées par les patients ou retrouvées dans le dossier médical, mais probablement un vrai sous-diagnostic de ces maladies, en tout cas encore plus important que pour d'autres maladies comme le diabète. Si on regarde la diapositive suivante, cette fois-ci, on fait un petit focus sur les personnes qui ont voyagé à bord du bateau, le Diamond Princess. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, c'est finalement un sujet d'étude un peu unique, puisque ces patients étaient confinés tous ensemble dans un bateau, et on a su, grâce à cette croisière qui était effectivement pas comme d'autres, moins sympathiques en tout cas, où s'est déclenché un certain nombre de cas, donc une centaine de cas de Covid, avec une certaine proportion de patients asymptomatiques et d'autres symptomatiques. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que finalement, tous les patients ont eu un scanner. Donc, on a pu évaluer la représentation de l'emphysème parmi ces scanners. Le professeur Roche l'a rappelé, l'emphysème, c'est quand même une composante très fréquente de la BPCO. Donc, qui dit emphysème dit exposition à des toxiques et probable BPCO sous-jacent. Donc, ça nous donne une idée finalement de manière très objective de cette association de comorbidité. Et finalement, on retrouve un nombre de patients ou un pourcentage de patients avec de l'emphysème qui est relativement faible par rapport à d'autres maladies, d'autres comorbidités qui ont été évoquées dans la Covid. Mais par contre, parmi les cas symptomatiques, donc là, on n'a pas trop de notion de sévérité, mais au moins des patients qui sont symptomatiques et qui semblent plus fréquents, même si, encore une fois, là, on n'a pas de différence significative, mais on n'a pas beaucoup de malades. Donc, finalement, ce n'est pas encore suffisant pour tirer des conclusions. Et si on regarde la diapositive d'après, là, on a plus de données avec cette fois-ci ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, c'est un article qui regroupe des données de plusieurs articles, donc avec beaucoup plus de patients, ce qui nous permet effectivement de tirer un peu plus de conclusions. Et finalement, ici, eh bien, on s'est intéressé spécifiquement aux liens possibles entre la BPCO et la gravité de la Covid-19, et on regarde là 2 critères sur ces 2 tableaux finalement, où on regarde en haut les patients qui sont soit ventilés, donc ça veut dire qui ont une forme grave de la maladie qui justifie d'être en soins continus ou en soins intensifs ou en réanimation, ou de mourir de la Covid-19. Et finalement, lorsqu'on regarde l'ensemble de ces études publiées qui ont rapporté le lien possible avec la BPCO, quand les petits points sont du côté droit de la barre verticale du 1, ça veut dire qu'on a un risque, un sur-risque d'être ventilé ou de mourir ou d'être hospitalisé en réanimation quand on a une BPCO. Donc finalement, on a plus de risques de formes graves de la maladie de la BPCO, et on peut estimer que ce risque il est multiplié par 6 à peu près quand on regarde les données de cet article. Et puis quand on regarde un peu plus bas, cette fois-ci sur des formes entre guillemets un tout petit peu moins sévères de Covid, finalement, est-ce que la maladie va progresser plus rapidement quand on a une BPCO sous-jacente? Eh bien, vous voyez que les points sont globalement aussi tous à droite de la barre du 1, donc également un sur-risque
de développer une forme grave. Donc finalement, quand on fait un peu la somme de tout ce qui est publié jusque-là, on peut dire que la BPCO est un facteur probablement moindre que d'autres comorbidités préalablement décrites, mais par contre que c'est un vrai surrisque lorsqu'on a une maladie de BPCO sous-jacente, si on a un contact avec la Covid, de développer une forme grave de la maladie, et ceci est cohérent dans plein de données de la littérature. Et du coup, si on passe à la diapositive suivante, on arrive sur ce que je vous ai expliqué. Finalement, la BPCO, ça n'entraîne pas de surrisque important de développer une Covid, avec le vrai bémol dont j'ai parlé, c'est-à-dire le sous-diagnostic qui est vraiment un problème majeur globalement de la BPCO, donc peut-être et sûrement sous-estimé. Par contre, ça, c'est de manière extrêmement certaine aujourd'hui, avec un haut niveau de preuve, la BPCO entraîne un surrisque de développer une forme grave de Covid-19 et voire d'en mourir. Et après, une autre question, mais là, les réponses sont pas encore totalement tranchées. Les traitements de la pathologie respiratoire, est-ce que ça entraîne un surrisque de développer une forme grave de Covid? Eh bien, probablement pas. Donc, en effet, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, les traitements doivent être absolument poursuivis, les traitements de la BPCO actuellement, pour éviter justement de déclencher des exacerbations de la maladie, même indépendamment de la survenue d'une Covid. Et si on continue un petit peu plus loin, finalement, une des questions, c'était pourquoi la BPCO ne fait pas partie des comorbidités les plus fréquentes identifiées pour la Covid-19. Eh bien, si on regarde la diapositive d'après, c'est probablement un sous-diagnostic qui est majeur. Et puis, il y a aussi des données de la littérature maintenant, et notamment des articles dans des revues prestigieuses comme Nature, qui ont évalué les maladies respiratoires par rapport à d'autres comorbidités, et finalement d'autres comorbidités évidentes aujourd'hui pour nous, mais qui n'étaient pas forcément au début, sont fortement associées au fait de développer une Covid, et le diabète en fait partie, mais également les maladies cardiovasculaires qu'on a évoquées précédemment, et les maladies néoplasiques, donc que ce soit cancer solide ou des problèmes de néoplasie hématologique. Et effectivement, plus on est proche de ces diagnostics de cancer, et plus le risque de Covid est important. Et finalement, quand on zoome un peu sur les petites flèches que je vous ai montrées, eh bien, les maladies respiratoires chroniques, comme l'asthme, semblent être moins pourvoyeuses de Covid. Mais finalement, quand on regarde les maladies chroniques respiratoires dans cet article, eh bien, elles sont en effet, malgré tout, à l'origine d'un surrisque de développer une Covid, avec un surrisque qui est multiplié par 2. Et effectivement, par rapport aux autres maladies, probablement que cela a été un peu négligé, mais encore une fois, j'insiste que le problème du sous-diagnostic dans ces données-là est probablement à mettre au premier plan. Donc c'est un point qui reste, à mon avis, encore à discuter, et qui est source d'inquiétude pour évidemment les médecins, mais surtout les patients qui sont atteints de ces maladies respiratoires comme la BPCO. Donc voilà. Merci beaucoup, Maëva, pour cette description en fait, des liens entre la COVID-19 et la BPCO. Et alors, bien sûr, et ça fait suite un peu à ta dernière diapositive, il y a beaucoup de questions sur le vaccin. La première, c'est quand les patients BPCO pourront-ils être prioritaires pour la vaccination sans prise en compte de l'âge? Effectivement, c'est une excellente question, parce que dans les données actuellement disponibles et les recommandations, la BPCO n'est pas écrite comme étant faisant partie des comorbidités qui, à elles seules, justifient effectivement la vaccination. Malheureusement, je pense que je peux le dire au nom des pneumologues, puisque toute la société savante et l'ensemble des pneumologues se mobilisent actuellement pour que ça soit modifié, puisque ça nous paraît effectivement un non-sens que ce ne soit pas possible de vacciner nos patients BPCO, même quand ils ont moins de 65 ans. Pour l'instant, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous apporter. Malheureusement, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Les recommandations, c'est éventuellement quand il y a 2 pathologies chroniques associées, ça peut justifier une vaccination actuellement quand on a moins de 75 ans, mais il n'est pas normal qu'une BPCO sévère. Alors peut-être qu'il faut insister sur le caractère sévère de la BPCO pour justifier une vaccination.
Alors, probablement qu'effectivement, on l'a vu, hein, il y a une certaine proportion de patients qui ont des formes sévères avec une insuffisance respiratoire chronique, et probablement que le fait d'avoir cette insuffisance respiratoire permettra de justifier de cette vaccination. Il y a un autre point, et on l'a évoqué dans le topo précédent, c'est-à-dire que c'est une maladie qui a des comorbidités souvent très fréquentes, notamment cardiovasculaires. Donc probablement qu'en tant que, en tout cas, médecin prescripteur ou éventuellement patient demandeur, eh bien, on peut, en justifiant de ces comorbidités, donc d'avoir ces deux arguments de maladie associés pour pouvoir justifier d'être prioritaire pour les vaccinations. Mais voilà, je viens de dire, une BPCO seule sans insuffisance respiratoire n'est pas suffisante aux yeux des priorités vaccinales. Ça, donc on se mobilise et la pneumologie se mobilise pour essayer de changer cet état de fait. J'espère que ça va bouger. Il y a une autre question sur les effets secondaires du vaccin. Est-ce que les BPCO, qui sont plus vulnérables, plus fragiles, sont susceptibles d'avoir plus d'effets indésirables du vaccin? Alors, encore une fois, je pense que là, on peut être assez rassurant de ce point de vue-là. Dans toutes les études et avant la mise à disposition sur le marché et les études actuelles de pharmacovigilance qui sont en cours, il n'y a pas de données qui permettent de s'inquiéter chez des patients atteints de BPCO ou fragiles. Les seules données d'alerte concernent des réactions allergiques graves, donc uniquement ce type de réactions allergiques graves qui peuvent faire contre-indiquer la vaccination, mais en aucun cas la maladie de la BPCO peut contre-indiquer ou entraîner un sur-risque d'avoir cette vaccination. Ok, merci. Et Agnès qui dit qu'elle a entendu dire que le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 ne convenait pas aux patients atteints de BPCO. Est-ce que c'est une fake news? Alors, pas d'argument là-dessus. Ce vaccin semble un peu moins efficace chez les personnes plus âgées. Donc, ça, c'est un point qui est soulevé effectivement sur ce vaccin, sur ce type de vaccin-là, mais pas d'argument supplémentaire pour craindre une moindre efficacité, même si pour l'instant, ce vaccin n'est pas disponible, on en attend. Ouais, disponible. Est-ce que tu pourrais rassurer Michel qui demande, avons-nous des chances de survivre si nous attrapons la Covid? Alors, oui, je tiens à rassurer Michel. Effectivement, même si le sur-risque effectivement de développer une forme grave de Covid quand on a une BPCO existe, fort heureusement, les techniques actuellement de réanimation ont largement progressé quand même. Ces patients sont pris en charge de manière spécifique et fort heureusement, le taux de décès est certes plus important que quelqu'un de jeune sans comorbidité, mais heureusement, on sauve beaucoup de malades. Enfin, une dernière question de Marie-Claude. En cas d'augmentation de sécrétion bronchique, des sécrétions bronchiques et d'une toux un peu plus fréquente, sans autres symptômes, est-ce qu'il faut faire un test PCR avant de se vacciner? Alors, globalement, avant la vaccination, il n'est pas demandé de faire de tests particuliers. C'est sûr que la Covid, on l'a bien compris, c'est un tableau qui est quand même fortement aspécifique, notamment par rapport à l'exacerbation de BPCO standard. Donc, en tout cas, la question de savoir quand se tester, si on a des symptômes respiratoires, bien, je pense que dès les symptômes respiratoires, quels qu'ils soient, on doit penser à éventuellement faire ce test de PCR. Par contre, avant la vaccination, pas plus qu'en dehors de cette possibilité de vaccination. Et en tout cas, il n'est pas requis de faire de tests PCR avant de se faire vacciner. Ce qui est recommandé, c'est d'attendre un minimum de 3 mois si jamais on a fait une Covid confirmée pour être vacciné. Merci beaucoup, Maëva. On va passer à l'exposé suivant, qui est donc de Claire André-Jacques sur l'aspect recherche, les recherches sur les séquelles de la Covid-19. Claire, à toi. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour vous présenter ce travail sur les recherches sur les séquelles de la COVID-19 qui est en cours. Il s'agit donc d'une métacohorte qu'on a appelée pneumo-Covid, qui a vraiment, on va voir, pour objectif de s'intéresser au suivi des séquelles respiratoires. Alors, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, juste avant,
Merci. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, on voit qu'il y a notamment en bas de très nombreux participants à cette cohorte, et on va en reparler. Le Collège des enseignants de pneumologie, le Collège des pneumologues des hôpitaux généraux, la Fédération française de pneumologie, le syndicat des affections respiratoires et la SPLF, et que ce projet a reçu un financement de la Fondation du Souffle. Là, on peut passer à la suivante. Alors, pour retracer, pour resituer les choses, donc Maëva nous a bien montré donc, le lien qu'il y avait entre BPCO et Covid avec le risque potentiel de forme éventuellement plus grave. Ce qui est important, et là où il y a encore beaucoup de questions et d'interrogations, c'est de connaître le pronostic des patients infectés, qu'ils aient d'ailleurs ou pas une pathologie respiratoire sous-jacente initiale. Est-ce qu'ils vont avoir des anomalies de leur souffle? Et là, on a les moyens de l'évaluer avec un certain nombre d'appareils qui peuvent voir les capacités respiratoires. Est-ce qu'il y a des signes de fibrose au scanner? Est-ce qu'on a une atteinte des muscles inspiratoires qui va rester chez les patients les plus sévères? Est-ce que finalement, faire une infection à Covid-19, c'est rentrer dans une nouvelle maladie chronique respiratoire qu'on ne connaissait pas? Donc, toutes ces questions, toutes ces interrogations, on a besoin de recherche pour y répondre, d'où l'idée de cette métacohorte pour évaluer le devenir des patients ayant une infection donc, à Covid-19, donc le nom du virus SARS-CoV-2, qu'elle ait été sévère ou non, c'est-à-dire que le patient ait été hospitalisé ou non, qu'il ait été en réanimation, en unité traditionnelle ou qu'il se soit retrouvé pris en charge en ambulatoire. Et en objectif secondaire, c'est justement de comprendre qui fait des séquelles respiratoires. Est-ce que, par exemple, les patients qui ont une pathologie respiratoire chronique sous-jacente font plus de séquelles que les autres? Est-ce que, justement, la question qui était posée avant, le fait d'avoir une comorbidité respiratoire, est-ce que ça va vraiment jouer sur l'évolution? Est-ce que cette infection à SARS-CoV-2 va aggraver la pathologie sous-jacente? Est-ce qu'elle va aggraver l'asthme sous-jacent, la BPCO, l'emphysème? Et puis, évaluer un petit peu l'impact de traitement qu'on peut proposer aux patients qui ont fait une infection à Covid-19, notamment la réadaptation respiratoire, mais également des traitements par voie inhalée ou des traitements oraux, hein, comme les corticoïdes. Donc, tous ces objectifs ont été retenus pour cette très grande étude. La suivante. Donc, l'idée est de pouvoir inclure tout patient vu en consultation par un pneumologue. Donc, soit dans le cadre d'une réévaluation, c'est un patient qui a été hospitalisé, donc qui est sorti de l'hôpital, soit pour un SSR, soit directement chez lui, et qu'on va voir pour vérifier qu'il n'a pas de séquelles. Soit un patient qui a été pris en charge par son médecin traitant, qui n'a pas eu besoin d'hospitalisation, mais pour lequel il y a toujours des symptômes respiratoires. Il reste gêné, il reste essoufflé, il tousse encore. Et donc, il commence à s'inquiéter, consulte son médecin traitant qui préfère l'adresser au pneumologue pour un bilan. Donc, tous ces patients-là peuvent rentrer dans l'étude. Et pour pouvoir être inclus, que ce soit des patients adultes, puisqu'ils vont devoir quand même nous dire qu'ils sont d'accord pour participer, qui auront eu une infection donc, à Covid-19. Et donc, si le patient était hospitalisé, soit parce qu'on avait un diagnostic sur le prélèvement de la PCR, soit ces patients avaient une PCR négative, mais ils avaient eu un scanner qui était évocateur, et puis à distance, on a une sérologie. On parle donc là d'indication d'infection certaine. Et puis pour ceux qui n'ont pas été hospitalisés, on va se baser soit sur le résultat de la PCR, soit de la sérologie, puisque notamment pour la première vague, il y avait très, très peu d'accès à la PCR pour les personnes qui étaient prises en charge en ville. La suivante. Donc, on va regarder un petit peu si les patients vont présenter des séquelles entre le 5e mois après le début de leurs symptômes et le 7e mois, donc autour de 6 mois après. On a choisi volontairement, on peut toujours en discuter, de se mettre vraiment à distance, parce que probablement que les quelques papiers dont on dispose dans la littérature montrent bien que si on est trop tôt après l'infection, on peut se faire faussement peur, parce qu'il va y avoir une évolution qui est probablement lente, en tout cas des lésions qu'on pourrait avoir au scanner et éventuellement des anomalies du souffle. Il va falloir avoir le temps de récupérer. Donc, on se place à 6 mois pour être sûr que ce soit vraiment des séquelles qui risquent de persister. Et donc, ces séquelles, on les a définies par des anomalies du souffle,
donc avec un certain nombre de mesures spécifiques, ou alors le taux d'oxygène qui va baisser quand on va les faire marcher dans notre couloir. Donc, on fait ça, ce qu'on appelle le test de marche de 6 minutes. On fait marcher les gens, donc les patients, pendant 6 minutes dans le couloir. On va regarder donc la distance qu'ils parcourent et on va surtout surveiller leur taux d'oxygène pendant cet exercice. Et ça, ce sont des indications pour voir s'il y a ou pas, en tout cas sur le plan fonctionnel, des anomalies. Et puis, bien entendu, on va quand même récupérer les données des scanners pour voir s'il reste des anomalies avec ces scanners qui nous permettront donc de confirmer le diagnostic de séquelles. La suivante. Donc, on va proposer à ces patients le suivi qui est proposé par le guide pratique de la Société de pneumologie en langue française. Donc, il y a des indications en fonction que les patients aient été hospitalisés ou non, en réanimation ou non, en sachant qu'il n'y a pas d'examen imposé. On est finalement sur de la vraie vie, c'est une étude de cohorte, c'est-à-dire qu'on propose aux patients de participer. Leur seule contrainte, entre guillemets, c'est d'accepter qu'on utilise les données de leurs examens, de l'histoire de leur Covid, de leur pathologie sous-jacente, le tout bien sûr anonymement, afin de voir un petit peu, en fonction de tout ça, comment ils évoluent. Il n'y a pas d'examen qui soit supplémentaire imposé, il n'y a pas de choses particulières. C'est le suivi qui est proposé habituellement par le pneumologue, et simplement, c'est une conservation de ces données pour les analyser. Alors, le suivi proposé, de toute façon, c'est généralement un suivi de 1 an. On a une première évaluation autour de 3 mois. Après, c'est en fonction, bien sûr, de la durée du séjour et puis surtout des possibilités locales de voir les patients, parce qu'il y a énormément de patients qui peuvent être concernés. Et puis, il y a heureusement beaucoup de patients pour lesquels le bilan à 3 mois est parfaitement rassurant. Il n'y a pas de séquelles sur le plan du scanner, il n'y a pas de séquelles sur le plan respiratoire, sur le plan fonctionnel. Ils font leur test de marche sans souci, tout va bien. Donc, ces patients-là, bien sûr, on ne va pas les obliger à revenir alors qu'ils vont bien. On leur proposera simplement de répondre à un petit questionnaire à 1 an de leur infection Covid pour vérifier que tout va toujours bien. Pour les autres, il y aura le suivi tel que le pneumologue le souhaite en fonction de ce qu'il aura trouvé à 3 mois. Et puis, on va essayer de faire tout pour que ce soit simple pour tout le monde, les patients, les pneumologues, et récupérer ces données afin de pouvoir vraiment avoir une réponse à ces questions. Quelles sont les séquelles après une infection à Covid-19, quel que soit en fait le mode la forme clinique de la maladie, sévère ou non, et puis s'il y a un lien notamment avec les pathologies respiratoires chroniques, soit celles-ci les favorisant plus de séquelles, ou à l'inverse, l'infection à Covid favorisant une aggravation de la pathologie respiratoire sous-jacente. Voilà, après je suis à votre disposition pour les questions. Merci Claire. Et effectivement, les questions sont nombreuses et il est extrêmement important de mener ces études en fait, d'observation de ce qui se passe dans la vraie vie. Et bien sûr, on a des questions qui ont été posées et qui sont en rapport avec cela, parce que ça peut être un peu angoissant. Et Marie-Pierre souffre d'une BPCO sévère. Elle a sous oxygénothérapie. Elle a été infectée par le Covid. Elle est restée chez elle. Elle va mieux, mais elle dit qu'elle est toujours gênée sur le plan respiratoire 2 mois après le positif infectieux. Quelles sont les procédures à suivre? Est-ce qu'il faut voir un pneumologue? Est-ce qu'il faut faire un scanner? Qu'est-ce qu'il faut envisager comme traitement? Alors, c'est effectivement des questions un peu compliquées comme ça, ex abrupto, mais ce sont des questions assez fréquentes, je pense. Oui, ce sont des questions très fréquentes. Alors, elle n'a pas été hospitalisée. La première chose qui est importante, c'est qu'elle soit évaluée par son médecin traitant, c'est-à-dire le médecin traitant, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va regarder déjà le taux d'oxygène au repos, donc avec les petits saturomètres qui maintenant d'ailleurs se retrouvent, un certain nombre de patients en ont acheté. Et puis, il va pouvoir lui faire éventuellement, alors pas le test de marche comme on fait à l'hôpital, mais un petit test de levée de chaise pour voir un petit peu. Donc, on demande aux patients de se lever, de se rasseoir un certain nombre de fois pour voir un petit peu comment évolue le taux d'oxygène à l'effort. Il peut également évaluer comment a évolué son essoufflement, parce que ce qui est important, c'est de savoir aussi si l'essoufflement il est exactement le même que pendant l'infection, ou est-ce qu'on est plutôt à s'améliorer. Donc, quelle est un peu l'évolution, et puis on peut essayer de se comparer à comment Marie-Pierre
était essoufflé avant cette infection à Covid. Et puis, s'il y a des signaux d'alerte, notamment le taux d'oxygène qui est plutôt un petit peu bas, la consultation chez le médecin généraliste au repos ou à l'effort, c'est important à ce moment-là qu'elle soit vue par un pneumologue. Alors, le scanner, il n'est pas proposé de manière systématique. Il peut être fait si on avait un scanner initial qui était pathologique pour vérifier qu'il n'était pas normal, pour vérifier que les choses aient disparu. S'il n'y avait rien, si on n'a pas eu de scanner initial, il va vraiment être dépendant à la fois du taux d'oxygène qu'on va avoir donc là chez le médecin traitant, et puis en fonction et puis des examens éventuellement qu'on pourra faire chez le pneumologue. Au moindre doute, bien entendu, on fera le scanner thoracique, mais c'est pas du systématique pour tous les gens qui ont fait une infection à Covid. Ce que Marie-Pierre elle peut faire pour essayer déjà d'améliorer les choses par elle-même, c'est commencer à reprendre une petite activité physique. Alors, quand je dis reprendre une activité physique, ce n'est pas aller courir le marathon, c'est reprendre, par exemple, un petit peu de marche. Il faut y aller progressivement. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on fait l'infection à Covid-19, même si ce n'est pas une forme grave, qu'on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, on n'est quand même pas bien. On a de la fièvre, on a éventuellement des douleurs, on tousse. Donc, on reste plutôt au fond de son lit et puis on est fatigué après, donc on bouge moins. Et puis, moins on bouge et plus on va, le muscle, on va entre guillemets, il se déshabitue à faire les efforts. Et puis, on peut avoir l'équivalent de ce qu'on appelle un déconditionnement, c'est-à-dire que moins on bouge, plus le muscle se déshabitue, plus il est consommateur d'oxygène. Et puis, quand on va réessayer de bouger, il va demander plus d'oxygène qu'avant et on va avoir cette sensation d'essoufflement. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on peut tout à fait sortir en reprenant une activité physique très progressive, donc par exemple de la marche. Peut-être que notre collègue kinésithérapeute qui discutera après moi pourra approfondir cela. Merci beaucoup. Une autre question que tu as évoquée de Nadine, est-ce que les séquelles de la Covid sont plus fréquentes et plus graves quand on a une BPCO? Alors, je n'ai pas encore toutes les réponses à ces questions puisque c'est un peu l'objet, on va dire, de l'étude actuelle. Je vais parler de mon expérience, on va dire, personnelle, puisqu'on a un hôpital de jour où on voit donc des patients comme ça toutes les semaines, qui est vraiment dédié pour le post-Covid. Et maintenant, les à peu près 250 patients qu'on a eu dans cet hôpital de jour depuis qu'on l'a mise en place, je n'ai vraiment pas l'impression que les patients BPCO aient plus de séquelles que les autres. Alors, de séquelles, on va dire en tout cas sur le plan radiologique, qui n'ont pas plus de fibrose. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Probablement, par contre, qu'ils ont besoin plus de réadaptation à l'effort, c'est-à-dire qu'en termes d'essoufflement, ils vont mettre plus de temps que les autres à récupérer. Mais c'est possible de récupérer justement en reprenant une activité progressive. C'est un événement important donc, pour un BPCO. Mais je dirais presque comme d'autres infections virales. Quand un BPCO fait une grosse grippe qui va rester couché, il faut un certain temps, un temps de récupération probablement un petit peu plus long. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'argument pour dire qu'ils aient plus de séquelles. Il faut attendre les résultats après de la métacohorte. On peut vraiment revenir à l'état antérieur après une infection de Covid, mais ça met un peu plus de temps. C'est ça. Une dernière question de Pascal qui aurait pu être posée aux orateurs précédents d'ailleurs, c'est la pollution. Quel est le rôle de la pollution dans l'infection Covid-19? Est-ce que ça aggrave la situation? Est-ce que ça peut aggraver les séquelles? Alors, aggraver les séquelles, je n'ai malheureusement pas du tout de données pour répondre à ça. Aggraver, on va dire, l'infection, il y a un certain nombre d'arguments pour dire que les personnes exposées plus à la pollution ont un risque augmenté, en tout cas, de faire une infection à Covid-19, c'est-à-dire que la pollution favorise la pénétration au niveau alvéolaire. Donc, probablement qu'il y a un rôle pour à la fois transmettre ce virus, mais également, on va dire, il y a un certain nombre d'études qui diraient que les patients qui vivent dans les peaux plus polluées peut-être feraient des formes un peu plus graves. Donc, il y a un lien qui semble exister entre pollution et infection à Covid-19, à la fois sur le risque de transmission, mais également sur la sévérité de la pathologie. Et plutôt la pollution particulière, parce que quand on était en confinement... plutôt la pollution particulière. Alors, on va dire qu'à contrario, d'ailleurs, à l'inverse, l'infection à SARS-CoV-2 a diminué les taux de pollution, on va dire, particulière, puisqu'il y a quand même, en tout cas, de tout ce qui était lié, on va dire, au PM10, au PM2,5 lié au trafic, puisque là, le trafic a fortement diminué. Alors ça, c'était vrai pendant la première vague, beaucoup moins vrai
pendant la seconde. Et on a un premier confinement par rapport au second. On a des données, par contre, dans des 2 zones très polluées dans le monde, qui sont quand même très en faveur d'une augmentation et de la transmission et de la sévérité de la forme d'infection à SARS-CoV-2, enfin à COVID-19. Claire, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions et c'était très clair. On attend avec impatience le résultat de cette étude sur les séquelles et sur les moyens de contrer en fait ces séquelles liées à l'infection Covid. Un grand merci. On va passer à notre dernier intervenant qui est M. Jean-Charles Laporte, qui est donc kinésithérapeute et qui va nous parler de la réadaptation respiratoire. Monsieur Laporte, vous avez la parole. Bonjour. Alors, donc déjà une petite définition de la réadaptation respiratoire. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, c'est une approche thérapeutique. Donc, c'est bien une des idées d'apporter quelque chose aux patients qui est globale, puisqu'elle s'adresse pas uniquement à la maladie pulmonaire, mais donc en fait aux conséquences que la maladie pulmonaire peut avoir sur le reste du corps aussi, et de l'esprit d'ailleurs. Donc, elle est individualisée, elle est physique et éducative. C'est important de savoir que même si c'est une chose qui est principalement faite en kinésithérapie, il n'y a pas qu'une composante physique, mais aussi éducative. Je rebondis d'ailleurs sur ce qui a été dit un petit peu avant sur la prise des traitements, en fait. Quand j'ai entendu tout à l'heure un traitement qui est prescrit mais pas pris, il ne peut pas être efficace. Effectivement, c'est une des choses qu'on peut avoir en approche éducative, c'est apprendre aux patients à prendre ces traitements. Ce n'est pas forcément avec le kinésithérapeute, en tout cas, c'est une des composantes de la réadaptation. Autre chose éducative aussi, on en a entendu parler tout à l'heure, c'est l'importance d'une activité physique régulière. Et donc ça passe aussi par une éducation thérapeutique aux patients avec un maintien des acquis, c'est-à-dire qu'il faut réussir à mettre en place une activité physique régulière. Voilà. Elle est multidisciplinaire, donc effectivement, il y a le plus souvent donc, le kinésithérapeute, mais c'est souvent associé avec une prise en charge diététique, puisqu'il y a une dénutrition qui peut être importante aussi dans la BPCO. Ça n'empêche pas aussi qu'il y a aussi des patients en surpoids, mais le plus important à prendre en charge, en fait, c'est la dénutrition consécutive à la maladie. Et donc, elle s'adresse aux personnes porteuses de maladies respiratoires chroniques gênées dans leur quotidien. Donc, dans maladies respiratoires chroniques, ce soir, il y avait BPCO et Covid. Donc, c'est vrai que la réadaptation respiratoire, elle est essentiellement pour les BPCO, pour d'autres maladies respiratoires, mais elle a trouvé toute sa place aussi, comme on en a entendu parler juste avant, dans les patients Covid. Voilà, donc nous, en tant que kinésithérapeute, on s'est servi de notre expérience pour la réhabilitation respiratoire des patients BPCO pour la transposer aux patients Covid qui présentaient aussi, comme on l'a entendu au départ, des dyspnées, notamment dyspnées à l'effort. Donc, quels sont les impacts les objectifs de la réadaptation respiratoire? C'est de réduire l'impact de la maladie en termes de symptômes, de handicap et d'altération de la qualité de vie. On l'a compris que malheureusement, on ne peut pas enlever la maladie. En revanche, on peut réduire les conséquences que la maladie a sur la vie du patient. Et donc, autre objectif, pérenniser ces effets en induisant à long terme des changements de comportement bénéfiques pour leur santé physique et psychologique. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'il y ait un avant et un après réadaptation respiratoire, de façon à ce que ce qui a été vu pendant la réadaptation serve ensuite à induire un changement durable. Donc, ce qui est important de savoir, en fait, c'est que la réadaptation respiratoire bénéficie au niveau de l'efficacité d'un niveau de preuve élevé. Ça fait assez longtemps que ça a été démontré et largement démontré, donc c'est assez agréable pour les patients de savoir que ce dans quoi ils s'engagent, c'est la plupart du temps très efficace. Voilà. Et donc, ça a comme action une diminution de la dyspnée, une amélioration de la capacité physique et de la qualité de vie et une réduction des réhospitalisations. Diapo suivante. Alors, ce petit diagramme, image qu'on peut retrouver, qui est fréquemment repris dans d'autres publications ou sur Internet aussi, il résume en fait les conséquences que peuvent avoir la BPCO et les maladies d'insuffisance respiratoire chronique en général, et en fait ce que apporte en contrebalance la réhabilitation.
Donc, le symptôme principal, c'est celui qui est en premier, hein, c'est la dyspnée d'effort. Mais on l'a dit, c'est une maladie qui va toucher le muscle aussi, d'accord? Donc, avec un déconditionnement musculaire. Ce déconditionnement musculaire fait qu'on va pouvoir faire de moins en moins d'activités et donc ça va induire par effet de conséquence moins d'activité. Et là, c'est là où on est dans la spirale, c'est que moins d'activité, c'est moins encore de sollicitation musculaire, donc on continue à se déconditionner. Donc quand on fait un effort, la dyspnée est de plus en plus importante et on a notre cycle de déconditionnement. Donc en revanche, là, avec la réhabilitation, on va travailler sur les différentes composantes, puisqu'on va pouvoir en fait à la fois travailler le souffle, mais aussi la musculature, ce qui va nous permettre pour le patient de pouvoir refaire plus d'activités et donc d'entretenir sa musculature. Voilà. Et donc tout ça avec des notions, hein, comme on l'a dit, au niveau pluridisciplinaire, puisqu'il y a la nutrition qui est très importante, hein, être capable de ramener on va dire les éléments que le corps a besoin pour être capable de refaire du muscle, refabriquer du muscle, et puis ne pas oublier aussi l'importance de l'accompagnement psychologique, puisque voilà, les patients ont très souvent des conséquences aussi psychologiques de ce handicap, de cette invalidité qui peut être générée par la maladie, et notamment avec un stress et puis éventuellement une dépression. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand je disais, hein, c'est une prise en charge globale, c'est une petite slide là qui résume un petit peu tout ça. C'est qu'on a bien sûr au niveau kinésithérapie, la kinésithérapie respiratoire. On a vu tout à l'heure que suivant les patients, il y avait une obstruction de la bronche ou un emphysème en proportion variable selon les patients. Donc, au niveau de la kinésithérapie respiratoire, soit les patients sont relativement sécrétants, et il va y avoir un apprentissage aussi du drainage bronchique ou un auto-drainage éventuellement de façon à ce que les patients puissent expectorer eux-mêmes leur sécrétion et le plus facilement. Et puis, si les patients sont peu sécrétants, on peut dans ce cas-là avoir un travail plutôt de gestion du souffle et ventilation. La clé en fait de la réhabilitation, c'est le réentraînement à l'exercice. Donc pour les patients chez le kiné, ça se passe principalement avec un cycloergomètre, c'est-à-dire comme un vélo d'appartement, mais sur lequel on peut régler la résistance précisément avec des watts pour que le patient développe. Et puis, donc, en fait, tout ce qui va être renforcement musculaire, c'est les petits logos où on va pouvoir faire des exercices avec des haltères, des élastiques, des steps, etc. pour donc refaire du muscle. On l'a bien compris, c'est la partie droite de la diapo avec ce qu'il faut en apport alimentaire de façon à avoir les éléments nécessaires à la constitution du muscle. Et tout ça au centre, donc, et il n'y a pas que le kiné qui intervient, avec une éducation thérapeutique. Donc, on l'a dit, par exemple, pour le maintien des activités physiques, mais aussi la prise de traitement. Et ce qui est important, comme on l'a entendu tout à l'heure, 80% des BPCO sont tabagiques ou post-tabagiques. Et donc, effectivement, il y a un travail aussi avec le tabacologue pour le sevrage tabagique. Et donc, le kinésithérapeute a aussi son action dedans, d'une part parce qu'on peut aussi prescrire les substituts nicotiniques, et le fait qu'on voit régulièrement et de façon relativement fréquente les patients nous permet de parler de ça facilement, quoi. Et donc, toujours pour ce qu'on a vu juste avant, la prise en charge psychosociale aussi, avec éventuellement un assistant social. On va voir qui fait ça maintenant sur la slide suivante, hein, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs intervenants, vous l'avez compris, puisque c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Et donc, qui est-ce qui peut intervenir dedans? Donc, on a dit le kinésithérapeute, la diététicienne, le psychologue, l'assistance sociale, le tabacologue ou l'addictologue pour le sevrage tabagique ou des autres addictions. Mais on peut avoir aussi dans le maintien des acquis un éducateur, une éducatrice d'activité physique adaptée. Pour éventuellement l'aménagement à la maison, des aides, il peut y avoir l'ergothérapeute qui intervient. Et comme ce n'est pas facile d'avoir tous ces professionnels de santé qui travaillent ensemble, c'est important d'avoir un médecin, évidemment, pour prescrire la réhabilitation, mais aussi un médecin coordinateur. Voilà. Donc, ce que je peux dire en conclusion, en fait, c'est qu'il y a différentes modalités pour faire la réhabilitation respiratoire, puisque suivant la sévérité et puis les besoins des patients et la disponibilité des patients, ça peut se faire en centre, ça peut se faire en libéral,
Ça peut même se faire dans certains cas à domicile. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce soit pluridisciplinaire et coordonné. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des réseaux qui peuvent exister, dont le réseau auquel j'appartiens et qui est hébergé par la Maison du Poumon, le réseau Récupère. Merci beaucoup pour cet exposé sur un traitement essentiel dans la prise en charge de cette maladie et qui ne se limite pas au réentraînement à l'activité physique, à toutes les autres composantes que vous avez évoquées. On a plusieurs questions en amont. Laurence qui s'inquiète de savoir si l'on peut espérer avoir très rapidement un centre de réadaptation à l'effort dans chaque département et le promouvoir auprès des patients. Alors, bon, déjà, en fait, ce qui est important, on a vu, hein, c'est pas spécialement la réadaptation à l'effort juste uniquement, mais c'est un terme plus général, hein, c'est la réadaptation respiratoire. Et alors ensuite, il n'y a pas forcément à avoir la notion de centre de réadaptation, puisque en fait, on vient de voir que ça pouvait être fait dans d'autres modalités. Et puis, je pense que sinon, d'une manière générale, il y a quand même un accès, même si on a dit la BPCO est sous-diagnostiquée et que la réhabilitation est malheureusement aussi peut-être prescrite ou en tout cas sous-réalisée par les patients qu'on aurait besoin. Il y a quand même une couverture du territoire qui est déjà quand même en place et donc on peut espérer qu'au moins dans chaque département, il y a une possibilité pour les patients de pouvoir faire ces réadaptations. Voilà. Et sinon, il y a pas que la notion du centre, hein, parce que notamment pour les formes un petit peu moins graves, un peu moins sévères, hein, dans les cotations de la BPCO, ça peut très bien se faire en ambulatoire. Hein. Voilà. Ok, il y a une carte de France hein, qui a été mise en ligne sur le site de la SPNF par le groupe Alvéole, voilà. qui recense l'ensemble des centres, plutôt des centres qui sont disponibles, et des kinésithérapeutes qui sont intéressés, pour ne pas dire passionnés, par ce type d'approche thérapeutique. Tout à fait. Il y a une question de Jean-Pierre qui, lui, fait déjà beaucoup parce qu'il voudrait quelques conseils et exercices à faire pour récupérer un peu de souffle. Avec 6 litres d'oxygène à l'effort, je fais 30 minutes de vélo d'appartement, 2 séances de kiné par semaine et 1 heure de marche. Donc c'est déjà une forte activité. Il aimerait savoir s'il peut faire mieux, plus, pour essayer de récupérer un petit peu de souffle. Alors déjà oui, la première chose qu'on peut dire, c'est bravo, parce que c'est avoir compris que même en étant avec un débit d'oxygène important à l'effort, ça n'empêche pas d'en faire et qu'au contraire, ça va prévenir une dégradation, on va dire, plus grave de son état. Alors, ce que j'ai envie de dire à Jean-Pierre, c'est que s'il fait 2 séances de kiné par semaine, il y a 2 options. Peut-être qu'il voit son kiné uniquement pour la kiné respiratoire, et auquel cas, je pense que c'est le kiné qui serait le plus à même de lui proposer des exercices à faire, puisqu'on a bien vu que la kinésithérapie ne se limite pas à uniquement la kinésithérapie respiratoire, mais il y a une partie aussi kiné motrice et éducation thérapeutique du patient. Et puis, s'il fait déjà des exercices musculaires avec son kiné, des exercices de renforcement musculaire, et à mon avis, ce qu'il aurait intérêt à faire, c'est en reprendre au moins quelques-uns, ceux qui peuvent être faits en autonomie et qu'il puisse les refaire en fait tout seul à la maison en fait. Hein, voilà. Ok, il fait déjà beaucoup. Il y a Michel qui se plaint. En fait, c'est une question qui est assez fréquente. Hein, c'est que mon pneumologue m'a fait une ordonnance pour apprendre à respirer. Aucun kinésithérapeute ne veut me prendre dans mon quartier. Je ne dirais pas lequel. C'est une vraie difficulté. Comment on peut trouver un kinésithérapeute disponible? C'est la première chose. Et ensuite, qui soit vraiment intéressé par la kiné respiratoire. Oui. Alors effectivement, derrière cette question, il y a 2 problématiques. Il y a une problématique qui est générale, qui dépasse la kinésithérapie respiratoire. C'est un problème d'accès à la kinésithérapie, parce que effectivement, dans certains endroits, en fait, et c'est même plutôt national, on manque de kinésithérapeutes et du coup, c'est compliqué pour les patients de trouver. Et puis derrière ça, il y a effectivement, même si on a un kiné qui est disponible, encore faut-il qu'il soit suffisamment formé et se sentir apte à prendre en charge les patients, et notamment dans le cadre de la réhabilitation respiratoire, mais même simplement pour la kinésithérapie respiratoire. Et après, bon, j'ai pas de réponse miracle, puisque en fait, il n'y a pas de pour les patients d'annuaire qui soit constitué réellement avec les spécificités de pratique. Alors, c'est en train de se mettre en place à destination des professionnels,
Mais pour des raisons encore de publicité, de déontologie, on n'a pas d'annuaire avec les kinés et leurs spécificités. Donc, en fait, souvent, le plus simple dans ces cas-là pour le patient, c'est de se retourner vers le médecin prescripteur, parce que souvent, les pneumologues ou les généralistes qui prescrivent la kiné respiratoire connaissent autour de chez eux les kinésithérapeutes qui pratiquent, puisqu'ils ont des retours des kinés qui ont déjà vu des patients. Et après, on a aussi parfois les pharmaciens qui sont souvent des professionnels locaux qui connaissent bien les professionnels autour de chez eux et qui peuvent nous adresser en fait les patients. Voilà. D'accord, donc Michel ne désespère pas, il faut continuer à chercher, il finira oui, par il y a quand trouver même beaucoup de kinés qui pratiquent, donc une fois qu'on l'a trouvé, c'est bon. Voilà. Ok, une autre question de Karine qui a fait une infection Covid, qui reste facilement essoufflée, qui dit qu'elle elle a soufflé dans les appareils et c'est normal. Mon pneumologue m'a parlé d'un syndrome d'hyperventilation. En quoi cela consiste-t-il? Est-ce grave? Bon, c'est une question qui aurait pu être posée à un pneumologue, mais pour définir la maladie. Cela dit, effectivement, en kinésithérapie, il nous arrive aussi de voir des syndromes d'hyperventilation, qui soient post-Covid, mais pas uniquement. On avait aussi des patients en charge pour des syndromes d'hyperventilation avant. Alors, c'est comme son nom l'indique, c'est un syndrome. Donc, c'est un ensemble on va dire, de signes qui ne sont pas d'ailleurs forcément définis complètement de manière consensuelle, comme c'est le cas pour d'autres maladies. Une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire plus précisément, de façon plus simple pour le patient? Finalement, en fait, c'est un patient qui va respirer de façon trop rapide et de façon trop superficielle. Et alors, qu'est-ce qui va intervenir notamment dans ce syndrome? En fait, c'est plutôt comme un stress ou une anxiété à la respiration. Donc, on ne retrouve pas forcément de cause anatomique à cette raison d'hyperventiler. Mais la conséquence, finalement, c'est que le patient, en ayant une respiration trop rapide et trop superficielle, finalement, il se retrouve aussi essoufflé à l'effort et puis il se retrouve aussi en difficulté pour faire les activités qu'il a envie. Et alors là, la prise en charge, elle est aussi globale et elle peut aussi être pluridisciplinaire. Dans tous les cas, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est réussir à contrôler son souffle. Parce que bien que le souffle il soit la plupart du temps automatique, on peut le contrôler. Et donc, ça va être essayer de retravailler sur un rythme respiratoire plus lent. Et en pratique, en kinésithérapie, ça passe souvent par des pauses en fin d'inspiration, voire des apnées. Et puis après, il faut essayer d'avoir un traitement plus global aussi et revoir avec le pneumologue s'il y a d'autres choses à prescrire. Okay, on peut rassurer Karine, le syndrome d'hyperventilation n'est pas grave en soi, ce n'est pas une maladie, c'est une façon de respirer qui n'est pas adéquate et qui peut se traiter. Voilà, mais qui ne va pas entraîner effectivement de conséquences sur les organes ou voilà. Donc plutôt rassurant. Plutôt rassurant, voilà. Ok, monsieur Laporte, merci beaucoup. On arrive au terme de nos différents exposés. On est un petit peu en avance sur l'horaire. Mais donc, on va donc conclure. Je vous remercie d'abord les orateurs pour leur exposé qui était très clair, pour tous ceux qui ont contribué en posant des questions et à tous ceux qui participaient à cette réunion. Vous pourrez, quand vous vous déconnectez, vous allez pouvoir répondre à une question qui nous permettra de savoir si vous êtes satisfait ou non de cette formule, de cette première session des rencontres du souffle. On va en faire d'autres. Et si vous pouvez nous donner des avis qui nous permettraient d'améliorer les choses, c'est bienvenu. Vous pouvez nous envoyer un mail à communication@lesouffle.org pour remarques ou suggestions. Et donc, nous vous tenons tous très rapidement informés des sujets et des dates à venir. Belle fin de journée à toutes et tous.